Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 5e café numérique de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous remercions M. Mbaye pour avoir accepté d'animer ce café numérique. On va énoncer les règles de jeu. Nous nous excusons pour le retard pris pour des raisons techniques. On va essayer de le rattraper pour tenir dans les temps. Je voudrais tout simplement dire que ceux qui n'interviennent pas coupent leur micro pour permettre à celui qui intervient de parler sereinement et qu'il n'y ait pas d'interférence dans les communications. Monsieur Mbaye aura 20 minutes pour faire sa présentation, et à l'issue de sa présentation, nous allons poser des questions pendant une trentaine de minutes. Et au bout des 30 minutes, on finira par faire une conclusion et on sera dans les temps d'une heure que nous avons prévu pour le café numérique. Monsieur Mbaye, vous avez la parole pour votre présentation. Je vous remercie. Je disais que l'École régionale supérieure de la magistrature est déjà très heureuse d'accepter votre invitation et surtout vous lui donnez l'occasion de se présenter à ceux qui ne l'auraient pas connu, surtout les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise. L'École régionale supérieure de la magistrature, c'est l'une des institutions de l'Organisation pour l'harmonisation de la droit des affaires, qui est chargée de tout ce qui est sensibilisation, vulgarisation, renforcement de capacité, mais également accompagnement des entreprises et des professionnels du droit. Donc, c'est d'une manière générale une institution d'appropriation de la règle de droit. Et donc, c'est quand même tout un honneur de nous retrouver avec vous pour discuter des questions d'actualité portant sur le recouvrement des créances en période de crise sanitaire. Alors, pour débuter, je pourrais dire qu'en période de crise, le recouvrement des créances devient un véritable casse-tête. Et ce, quelle que soit la qualité du dispositif en vigueur et quelle que soit également la pertinence des règles qui sont mises en place. Alors, le recouvrement de créances est un grand secours pour le créancier qui fait face à des besoins pressants de liquidité, mais c'est également un coup de grâce sur le débiteur déjà dans l'agonie financière. Dans l'esprit global de l'exécution, nous savons que nous avons deux catégories d'exécution. Nous avons l'exécution volontaire d'une part et l'exécution forcée. Et c'est tout le sens, bien évidemment, de l'obligation, tout le sens également des rapports entre le débiteur et le créancier. C'est quand même également toute la justification du droit à l'exécution des obligations, qui est même apprécié comme étant un droit fondamental, hein, et qui est protégé par l'État. Quand on consulte notamment l'article 29 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de droits d'exécution, on sent cela. Alors, fondamentalement, il s'agit soit de s'exécuter ou d'être forcé à s'exécuter. Du point de vue de l'exécution volontaire, et bien évidemment, on ne parlerait pas de recouvrement, parce que le recouvrement demande qu'il y ait une action de la part de celui à qui on doit. Mais c'est beaucoup plus dans le sens inverse qui nous intéresse, c'est lorsque l'opération n'a pas pu être réalisée volontairement et qu'il y ait des actions dans le sens de la récupération du dû entre les mains du débiteur. Et c'est pour cela que les procédures de recouvrement organisent deux droits, préservent deux droits. D'abord, le droit pour le créancier de faire exécuter les titres qu'il détient. Et ensuite, le droit pour le débiteur de se défendre contre une exécution qui violerait
les règles établies. C'est tout le sens de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Dans un contexte normal, dans une période normale où il n'y a pas de crise quelconque, il n'y a pas de difficulté, les procédures d'exécution jouent leur rôle, même si l'on constate bien évidemment qu'il y a beaucoup plus de difficultés concernant cet acte uniforme que concernant les autres actes uniformes. Mais en période de crise sanitaire, eh bien, ces difficultés deviennent plus pressantes, et surtout parce qu'il y a des mesures exceptionnelles. Nous le savons, la crise du Covid-19 a poussé les États à prendre un certain nombre de mesures, mise en place de cordons sanitaires, comme ici au Bénin, mise en quarantaine systématique à l'arrivée, à l'aéroport, ou encore la fermeture des frontières, ou l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et parfois même le confinement. Du point de vue de ces mesures, toutes ces mesures soit sont des mesures de restriction du droit à la vie, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais également ce sont des mesures de restriction de la vie du droit. Des mesures de restriction de la vie du droit dans la mesure où, sur certains points, la règle de droit est obligée de reculer et de tenir compte de la situation exceptionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle ces mesures exceptionnelles sont soit saluées par certains, soit critiquées, ou encore purement et simplement défiées. Alors, quelles sont les conséquences de ces mesures maintenant sur les entreprises? La première conséquence que l'on peut relever, c'est l'inactivité. Le ralentissement exceptionnel et brutal de l'activité économique ou encore même l'arrêt systématique des activités économiques. La deuxième conséquence que l'on peut relever, ça concerne l'improductivité qui entraîne une baisse drastique du chiffre d'affaires, une révision en cascade des projections financières et des résultats à la baisse, des pertes de gains certaines ou encore des pertes de gains probables parce que la situation perdure et lorsque ça perdure, bien évidemment, ça va influer sur les difficultés que nous constatons aujourd'hui. Et enfin, dernière conséquence que nous avons identifiée, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté pour honorer leurs échéances de crédit, qui sont même en train de réfléchir sur des plans sociaux, ou encore qui sont en train de revoir leurs stratégies relatives à leurs recettes ou à leurs investissements. Et tout ça dans la recherche permanente de liquidité. Alors, plusieurs questions peuvent être posées devant cette situation. La question de la suspension des poursuites en vue du recouvrement de créances à l'égard de ces entreprises. La question des délais, des procédures qui sont déjà enclenchées. La question de la préservation des droits des créanciers qui doivent poursuivre et qui, bien évidemment, pour qui les délais commencent à courir. La question de la forme des actes de procédure. Ou encore la question de la responsabilité de l'État. Responsabilité de l'État face à la situation où il serait sollicité pour appuyer une exécution forcée. Mais quand on regarde bien, l'enjeu qui pourrait nous intéresser, nous, dans le cadre de cette discussion, c'est beaucoup plus un enjeu d'ordre économique et d'ordre social. Du point de vue économique, le premier enjeu que l'on peut relever, c'est le soutien pour le maintien de l'activité et du tissu économique. Le deuxième enjeu que l'on peut relever, c'est la sauvegarde de l'entreprise qui est viable, mais qui fait face à la crise du Covid-19. Sur le plan social,
Le premier enjeu que l'on peut identifier, c'est l'enjeu de maintien de l'emploi. Et le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la paix sociale. C'est pour cela que dans le cadre de notre réflexion, il ne s'agira pas pour nous fondamentalement de discuter avec vous sur les procédures d'exécution, mais sur la problématique du recouvrement de créances qui est liée aujourd'hui aux entreprises qui font face à la crise sanitaire. Et donc, je voudrais bien que l'on travaille ensemble sur la protection de l'entreprise, créancière ou débitrice, dans le recouvrement des créances en période de crise sanitaire. Deux axes vont nous intéresser. Parce que nous avons estimé que soit l'entreprise concernée est une entreprise créancière, soit l'entreprise est une entreprise débitrice. Et donc, voir un peu comment ça se présente la protection de l'entreprise face au recouvrement des créances en période de crise, et voir de notre côté la protection de l'entreprise pour le recouvrement de ses créances en période de crise sanitaire. Pour ce qui concerne la protection de l'entreprise face au recouvrement des créances en période de crise. Le recouvrement des créances face à la défaillance contractuelle de l'entreprise aggrave en période de crise sa déficience financière. Ça, nous le savons. Le recouvrement de créances, même si l'on estime que celui qui paie ses dettes s'enrichit, le recouvrement de créances en période de crise est un appauvrissement manifeste de l'entreprise débitrice. C'est une privation des moyens de subsistance de l'entreprise débitrice en cette période de crise. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de penser à la protection de l'entreprise débitrice et à la protection du secteur d'activité face au recouvrement de créances les concernant en cette période de crise. Nous avons identifié trois types de protection. La protection par l'État, la protection par les partenaires et l'autoprotection, donc la protection par soi-même. Sur la protection par l'État, la protection fondamentale qui était attendue, primordiale qui était attendue, c'était la suspension des poursuites, la suspension de l'ensemble des procédures de recouvrement de créances pendant la période pandémique. C'est ce qui était vraiment attendu. Mais l'article 336 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution précise clairement que le droit national n'a pas de place en matière de procédure d'exécution. Donc concrètement, les États n'ont pas la main sur les règles portant sur les procédures de recouvrement. Et un dernier avis de la CCJA du 16 février 2017 renforce cela en précisant que le droit national n'a de place dans un domaine d'un acte uniforme que la place que l'acte uniforme lui offre de manière expresse. C'est pour cela que 15 des États n'ont pas actionné quoi que ce soit concernant la suspension des procédures de recouvrement des créances. 2 États seulement sont identifiés comme étant exceptionnels. Le premier État, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le 23 mars 2020, a pris une ordonnance de suspension des délais en matière de procédures judiciaires et administratives. Vous voyez bien que c'est une ordonnance générale, mais qui a une influence sur les procédures d'exécution et donc sur les délais d'exécution des décisions de justice. Le deuxième État qui a franchi le pas,
eh bien, c'est le Tchad. Le Tchad, où une circulaire du ministre de la Justice a instruit tous les huissiers de justice de suspendre toute exécution forcée jusqu'à la levée des mesures gouvernementales. C'est beaucoup plus une action vers la corporation où nous avons la main qu'une action vers le droit, vers l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution où nous n'avons pas la main. Mais nous savons que si nous bloquons les acteurs de l'exécution que constituent les huissiers de justice, eh bien, nous bloquons en même temps les procédures d'exécution. Alors, toujours en ce qui concerne l'État, ce qui n'a pas pu donc être obtenu, c'est la suspension des poursuites pour le recouvrement, mais ce qui a pu être obtenu par contre, c'est l'accompagnement financier. Nombreux ont été les États qui ont mis en place un plan de sauvegarde, d'accompagnement des entreprises. Et nous voyons qu'en réalité, ce ne sont rien d'autre que des aides d'État où l'on se pose maintenant la question de leur licéité, même si la réflexion ne va pas être menée maintenant. Vous aurez la possibilité de voir en tout cas le document. Il s'agit de l'ensemble des mesures de subvention, d'exonération d'impôts, etc., qui sont prises pour aider les entreprises. Et nous voyons quand même que presque tous les États ont pris des mesures dans le sens de la protection des entreprises, sans pour autant, bien évidemment, toucher de manière directe aux procédures de recouvrement. Pour ce qui concerne la protection par les partenaires, nous avons identifié deux catégories de partenaires en fonction des informations dont nous disposons. Les premiers partenaires, ce sont les établissements de crédit et les institutions de microfinance. Nous savons qu'au niveau de la BCEAO, une protection a été inspirée par le régulateur du secteur bancaire depuis le 21 mars 2020, suivi ensuite de deux avis du gouverneur du 1er avril 2020 et du 27 avril 2020, tous allant dans le sens de la préservation des intérêts des entreprises, avec d'abord le fait que vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. Mbaye. Ok. Alors d'abord, le fait que les créances ne puissent pas faire l'objet de déclassement, les créances qui sont impayées ne puissent pas faire l'objet de déclassement en créances douteuses, première chose. Deuxième chose, le report d'échéance, mais le report d'échéance accompagné de défauts de pénalité, de défauts d'augmentation du taux d'intérêt, et donc c'est un apport considérable. Et nous avons vu que beaucoup d'associations de banques ont déjà commencé à faire le nécessaire, parce qu'en réalité, nous sommes devant des recommandations, devant des invitations de la BCEAO et non pas devant des instructions. Et donc, les banques discutent et ensuite retiennent une formule pour tenir compte bien évidemment de la concurrence, de l'effet de concurrence. Et donc, nous sommes devant une protection qui est inspirée par la BCEAO, mais qui est subordonnée à la volonté du dispensateur de crédit à chaque fois. Rappelons, bien évidemment, que l'avis du 27 avril 2020 prévoit que même les institutions de microfinance sont bénéficiaires de cette faveur,
alors qu'elles-mêmes, elles ont la possibilité d'offrir la même faveur aux entreprises qui sont ces débitrices. Deuxième type de protection concernant les partenaires, c'est la protection par les fournisseurs. Nous avons juste identifié un exemple ici au Bénin. Dès le départ, le 30 mars 2020, la Société béninoise d'énergie électrique a retenu volontairement de suspendre les opérations de coupure de compteurs d'électricité pour non-paiement de factures, ainsi que toutes les actions de recouvrement forcé des créances pour les factures impayées. Et donc ça, c'est une volonté manifeste d'accompagnement de l'État dans la gestion de la crise sanitaire. Alors, nous avons vu qu'il y a une protection de la part de l'État, qu'il y a une protection de la part des partenaires, mais il y a également une autoprotection de la part de l'entreprise elle-même. Mais cette autoprotection présente deux constats. D'abord, la relativité des moyens d'action. Les moyens d'action dont dispose l'entreprise sont vraiment relatifs en termes évidemment de succès. Parce que le premier moyen, c'est la demande de moratoire. Le deuxième moyen, c'est la demande de grâce auprès de la juridiction. Le troisième moyen, c'est la renégociation contractuelle ou la demande de rééchelonnement de la dette dans son ensemble. Le troisième moyen, c'est la demande d'ouverture d'une procédure collective d'appurement du passif. Et le dernier moyen, c'est la médiation, même si cette médiation se fait en ligne. Nous voyons que quel que soit l'élément que l'on prend en compte, nous sommes devant une entreprise qui, malheureusement, n'a pas la main sur son destin. Parce que soit c'est entre les mains du créancier lui-même qui va accepter le moratoire, même dans le cas d'une médiation ou d'une renégociation, soit c'est le juge qui va accepter la demande de grâce et qui va apprécier les circonstances ainsi que les mesures appropriées, soit c'est toujours le juge lorsque l'on va demander une procédure de conciliation ou encore de règlement préventif. Le deuxième constat concernant l'autoprotection, c'est la fragilité de la force majeure comme moyen de défense. La force majeure, pour rappeler, c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêchent l'exécution de l'obligation par le débiteur. Et nous voyons que la pandémie du Covid-19 est un événement extérieur, pas de problème. C'est un événement irrésistible, mais son imprévisibilité pose problème parce que l'on a la possibilité de relever beaucoup d'aspects qui peuvent aller en contresens de l'admission de l'imprévisibilité du Covid-19 qui pourrait justifier qu'on l'analyse comme un cas de force majeure. Donc, la qualification dépendra des faits et des types de contrats. Et malheureusement, nous sommes encore ici devant un pouvoir souverain d'appréciation du juge et non pas devant une volonté de mainmise de l'entreprise sur l'orientation, en tout cas, de la décision. Nous avons fini avec la protection de l'entreprise face au recouvrement. Cette protection est une protection pour l'entreprise débitrice. Mais nous estimons que l'entreprise créancière a également besoin de cela. Parce que c'est en période de crise que l'on a besoin de liquidités pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir résister
et s'il y a lieu survivre. Et donc, à côté de la protection de l'entreprise face au recouvrement, nous avons la protection de l'entreprise pour le recouvrement de ses créances en période de crise. Alors, il y a des contraintes qui sont nées du fait que, malheureusement, la suspension générale des procédures d'exécution n'a pas pu avoir lieu pour l'instant dans le cadre de notre espace WADA. Il y a des effets liés à ces contraintes de droit communautaire. Le premier effet, c'est la disparité de traitement des procédures de recouvrement selon les États. Au Bénin, on a maintenu le dispositif, il n'y a pas de problème, alors que quand nous allons au Tchad, ce n'est pas le cas. Le dispositif est complètement suspendu. Nous avons un deuxième effet, c'est l'usage spontané et volontaire des technologies de l'information et de la communication dans les procédures d'exécution, alors que ce n'est pas prévu dans l'acte uniforme. Ça pose toute la question de la nullité des procédures d'exécution. Et nous avons enfin une nécessité de due diligence que nous avons identifiée dans la gestion des procédures de recouvrement, que nous allons rappeler. Alors, la due diligence pour se protéger, parce que là, c'est fondamentalement se protéger et non pas attendre la protection des autres. Pour se protéger, nous avons identifié 3 axes. D'abord, user des moyens de recouvrement conventionnels. Ensuite, tirer profit des dernières évolutions sur l'immunité d'exécution. Et enfin, anticiper et sécuriser les recouvrements post-crise sanitaire. Sur le premier axe, comment user des moyens de recouvrement conventionnels? Et d'ailleurs, quels sont ces moyens de recouvrement? Nous en avons identifié 2 fondamentalement. D'abord, la mise en œuvre du pacte commissoire, mais encore faudrait-il que ça existe. La clause d'attribution conventionnelle, vous savez, encore appelée pacte commissoire, et qui peut beaucoup aider parce qu'étant hors procédure d'exécution. Nous avons ensuite la compensation, qui pourrait être utilisée, sauf restriction quelconque, notamment au niveau de l'UEMOA, à l'égard des structures étatiques. Pour ce qui concerne le deuxième axe, tirer profit des dernières évolutions sur l'immunité d'exécution. Vous savez que le 29 novembre 2019, la Cour commune de justice et d'arbitrage a prononcé un arrêt, a rendu un arrêt, numéro 267, qui nous dit ceci, que ceux qui se disent, les structures de l'État qui se disent entreprises publiques, ne peuvent être entreprises publiques bénéficiaires de l'immunité d'exécution si elles ont la forme d'une société commerciale. Donc, le fait qu'un État soit associé d'une société créée conformément à l'acte uniforme sur les sociétés commerciales ne confère pas à cette société le statut de personne morale de droit public ou le statut d'entreprise publique bénéficiaire de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'acte uniforme. Or, nous savons que autour des entreprises créancières et qui ont aujourd'hui besoin de beaucoup de liquidités, eh bien, nous avons des débiteurs qui sont rien d'autre que les entreprises qui se disent entreprises publiques du point de vue du droit interne, mais que la Cour commune de justice et d'arbitrage vient d'analyser comme n'étant pas des entreprises publiques et donc comme n'étant pas concernées par l'immunité d'exécution qui a généralement été brandie pour pouvoir bénéficier de la couverture. Donc, pourquoi pas ne pas user de cette ouverture qui constitue une évolution notable du droit de l'immunité d'exécution pour recouvrer les créances à l'égard notamment des sociétés d'État. Troisième et dernier axe, c'est anticiper et sécuriser les recouvrements post-crise sanitaire. Parce que nous avons un risque pour les créanciers.
Le risque, c'est que les créanciers soient lésés, car sous le couvert de la pandémie, les débiteurs peuvent tenter de dissimuler leur patrimoine ou de le soustraire à une éventuelle saisie. Je suis en train de vous parler en prenant en compte les deux logiques du droit. La bonne foi, ça se présume. La mauvaise foi, ça se prouve. Mais puisque beaucoup peuvent se mettre, et d'ailleurs, nous commençons à le voir sur la base des demandes qui sont faites au niveau des banques au Sénégal, eh bien, nous voyons des entreprises qui n'ont absolument rien à voir aujourd'hui avec la pandémie, qui sollicitent le report d'échéance dans les mêmes conditions que les autres, alors qu'elles n'ont aucune difficulté présente liée à la pandémie et donc liée à l'autorisation qui a été accordée par la BCEAO aux banques de l'UMOA. Alors, puisque ces risques-là existent, ces risques sont encourus, il faut envisager, bien évidemment, quelques précautions d'usage. Il faut redoubler de vigilance, procéder, si les conditions sont réunies, à la saisie conservatoire pour rendre indisponibles les biens, ou encore pratiquer des saisies et ensuite procéder à l'adjudication tout en différant l'expulsion, ou encore procéder à la saisie et à l'adjudication des immeubles qui ne servent pas d'habitation pour l'instant. Donc, quelle que soit la situation, il faut tenir compte du risque pour le créancier, pour l'entreprise créancière en question. Alors, pour finir, je voudrais vous dire que toute la présentation est fondée sur deux logiques que j'ai indiquées initialement. La préservation de l'activité économique qui emporte donc survie de l'entreprise et préservation du tissu économique. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est la préservation des emplois. Parce qu'il faut que l'on évite les chômages en cascade, les plans sociaux en cascade, les liquidations d'entreprises en cascade. Si on ne les évite pas, après la crise, ça va être une nouvelle crise. Parce qu'on va sortir de la crise sanitaire pour entrer effectivement dans une crise économique et sociale. Et c'est fondamentalement ce qui nous pousse à nous dire que face à la crise sanitaire que nous avons aujourd'hui, il faut à l'égard des entreprises beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion, beaucoup d'assistance, beaucoup de solidarité. Et le tout, on devrait l'avoir en toute bonne foi et en parfaite collaboration entre le créancier et le débiteur. Donc, nous appelons à ce que l'on ne stigmatise pas les entreprises en mauvais débiteurs ou en mauvais créanciers en période de crise. Parce que les entreprises respectent déjà le niveau. Oui, mais je ne vois pas les gens. Déjà, tu la vois. Alors, les entreprises respectent déjà les mesures sanitaires. Les entreprises sont généralement en télétravail. Les entreprises ont procédé à un redéploiement de l'activité, un redéploiement des salariés. Et donc, sont en train de respecter les mesures sanitaires. Il ne faudrait surtout pas les stigmatiser en mauvais débiteurs ou en méchants créanciers. Et pour ça, il faut donc beaucoup de compassion-action et non pas de compassion-observation. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci bien, professeur Mbaye, pour cette brillante présentation. Et je suis convaincu que les opérateurs économiques qui vous ont écouté ont compris beaucoup de choses et sûrement ont quelques questions à vous poser pour approfondir votre présentation. Donc, nous passons à la séance des questions. J'avais prévu qu'on ferait 30 minutes de questions, mais vu le temps, je pense qu'on n'aura pas 30 minutes. On aura un débordement de 15 minutes supplémentaires, donc on va pouvoir ouvrir les questions pour 15 minutes. Je vous remercie. Dès que vous avez une question, vous ouvrez votre micro, vous vous présentez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, il y a Madame Nimata qui a levé la main pour prendre la parole. Mais on lui donne la parole, hein? Madame Nimata, si vous avez levé la main pour prendre la parole, il faut la prendre. Bon, je pense qu'elle n'a pas demandé la main. Monsieur Mbaye, je me permets d'intervenir sur un point. Lorsque vous étiez en train de faire votre présentation, vous avez parlé de l'appauvrissement de l'entreprise lorsque celle-ci décide de payer, on va dire, sa dette en période de crise. Mais nous savons également que lorsque nous sommes dans une relation contractuelle avec des partenaires, en cette période où on parle de crise, c'est qu'il faudrait honorer, en tout cas tout faire pour honorer ses engagements. C'est ce qui permet à la fin de la crise d'être plus crédible auprès de son fournisseur et de prendre de l'avance sur les autres. Et nous avons eu un café numérique, je pense le premier, où on était en train de discuter sur le comportement que le chef d'entreprise pourrait avoir en période de crise. Et il est retenu que la meilleure solution, c'est de pouvoir tout faire. Et si l'on peut, évidemment, respecter ses engagements, le respecter et tout faire pour conforter le fournisseur, pour devenir très crédible à la fin de la période de crise sanitaire. Parce que il vous fera confiance et vous donnera beaucoup plus de crédit sur les choses que vous devez faire avec. Et donc, ma question, c'est de dire, est-ce que cette approche n'est
n'est-elle pas celle qu'il faudrait pouvoir adopter, ou qu'il faut forcément garder ses deniers pour soi-même et ne pas payer son fournisseur? Merci beaucoup. Je suis convaincu que la meilleure solution, c'est de payer ses dettes. Attends. C'est pour ça que j'ai commencé en vous indiquant que l'adage nous dit, mais celui qui paie ses dettes s'enrichit. Parce qu'on a moins de passifs. Et même si l'actif n'est pas si énorme, au moins l'actif est actif. Et que l'actif n'est pas du tout fictif parce qu'étant absorbé par un passif qui n'a pas encore été payé. Mais nous ne savons pas quand est-ce que la crise va se terminer. Nous ne savons pas quand est-ce que la crise va se terminer. Nous avons commencé une crise. Certains envisagent la fin dans 3 mois. D'autres considèrent que ça va aller au-delà. Et finalement, voyez bien ce qui s'est passé dans beaucoup de nos États. C'est la défiance finalement. On écarte l'état d'urgence, on écarte tout. Et on demande à sortir et à affronter la maladie et à exercer l'activité plutôt qu'à rester chez soi. La tendance qui a commencé, mais c'est une tendance qui est liée à cela. Maintenant, l'entreprise, quelle que soit sa situation, imaginez qu'il s'agisse d'une entreprise hôtelière ou encore d'une entreprise de tourisme, mais l'effet reste là et demeure. Et donc, la souffrance, c'est de se retrouver devant une activité qui est gelée, devant un passif qui est exigible, exigé et à chaque fois réglé, une diminution constante de l'actif, alors qu'on doit faire face à d'autres urgences après coup. Donc, ce qui est mieux, bien évidemment, c'est de voir dans quelle mesure trouver une solution avec le créancier pour revoir les échéanciers afin de tenir compte de l'effet prévision dans le cadre de la gestion. Mais sinon, si c'est simplement je paie comme je payais avant, en estimant que je vais être beaucoup plus crédible après, ça peut être après très dangereux pour l'entreprise. Parfait, merci bien, Monsieur Mbaye. Je suis instruit. Merci beaucoup. Je pense que votre présentation a été tellement claire et très précise que les auditeurs n'ont pas de questions à poser. Mais je profite pour dire si vous pouvez à nouveau, s'il n'y a toujours pas de questions, si vous pouvez à nouveau nous présenter. Allô? Oui, je pense qu'il y a une question, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, allez-y alors. Ah, ok, d'accord. Je voudrais déjà dire merci au professeur Mata qui a fait une belle présentation admirable autour de ce thème ce matin, de ce café numérique. Je pense que votre micro est coupé. Il faudrait le remettre. Ok, voilà. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Je disais merci au professeur pour la belle présentation autour du thème de ce matin. Mais en même temps, cette présentation nous met devant une sorte de dilemme. Parce que d'un côté, on doit certes protéger l'entreprise débitrice, tout en protégeant l'entreprise créancière. Mais pour nous autres huissiers de justice, vous voyez, on a un gros problème parce que d'un côté, votre conclusion nous dit qu'on doit, il faut beaucoup de compassion-action et non de la compassion-observation. Alors que nous, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile, elle est extrêmement difficile
parce qu'on va devoir jouer aux équilibristes entre ces deux intérêts. Alors, je ne sais pas, les moyens conventionnels, ce n'est pas toujours évident. Avoir des partenaires qui acceptent de revoir leurs conditions, ce n'est pas toujours évident non plus. Et de l'autre côté, si on doit procéder à l'exécution forcée systématique en application du droit positif actuel, nous courons droit vers des dégâts collatéraux de toutes sortes, notamment les entreprises qui vont devoir fermer en cascade. Alors, je ne sais pas, face à toutes ces situations difficiles, quels sont vos conseils pour nous aider à faire mieux, ou du moins au mieux, des intérêts de tout le monde? Je vous remercie. Et merci de la pertinente question, parce que personnellement, l'orientation a eu lieu sur la base des deux droits qui sont préservés par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recoupement et des voies d'exécution. C'est le droit pour le créancier de poursuivre son paiement et le droit également pour le débiteur de se défendre. Eh bien, quand on voit que ces deux droits sont préservés par l'acte uniforme, donc l'acte uniforme lui-même va dans une logique plus ou moins, non pas d'attaque frontale et de confrontation entre les deux droits, mais s'il y a lieu de fusion et de fédération pour arriver à trouver la meilleure des solutions. Et donc, de mon point de vue, le moyen qui pourrait être utilisé et qui pourrait beaucoup aider, c'est la médiation. Si on n'arrive pas à avoir une renégociation contractuelle directe, mais au moins que l'on passe par la médiation pour voir dans quelle mesure on pourrait éviter la situation. Et c'est peut-être bien ce que l'on sent dans l'article 1-2 de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. Pour éviter la cessation des paiements, pour éviter les grosses difficultés, pour éviter même la situation qui entraînerait l'ouverture de la procédure de conciliation ou de règlement préventif de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, eh bien, l'acte uniforme propose à ce que l'on aille vers la médiation dans ces conditions-là. Donc, pourquoi pas, pour les huissiers de justice, pourquoi pas développer le service de médiation dans le cadre des procédures d'exécution que vous avez à gérer pendant cette période, étant donné que vous l'avez bien relevé, les enjeux sont des enjeux d'ordre économique et social. Et il faut tout faire pour que les entreprises ne tombent pas, parce que juste, il y a eu la crise. Et ça, la difficulté. Comment garder les entreprises qui auraient dû être viables et continuer paisiblement s'il n'y avait pas la crise? Comment les préserver? Et comment les préserver? Eh bien, peut-être bien, c'est passer par la médiation et surtout, bien évidemment, la compassion, action dont je suis en train dont j'ai parlé, c'est même la possibilité pour le créancier, non pas altruiste, parce qu'il ne va pas le faire de manière altruiste, mais au moins il va le faire en utilisant la solidarité pour se dire, mais l'entreprise qui était crédible face à moi, l'entreprise qui n'avait aucune difficulté à mon égard, le très bon débiteur que j'avais hier, comment faire pour le préserver pour demain? Et c'est cela que je considère comme étant le pont qui pourrait exister entre le créancier et le débiteur, entre le droit du créancier de se faire payer et le droit du débiteur, non pas de se défendre, mais de chercher à survivre finalement dans le cadre de cette crise. D'accord. Professeur, je voudrais, merci déjà pour la réponse, une réponse satisfaisante. Simplement, elle m'amène en même temps à une autre question, celle de savoir comment, vu que la bonne foi se présume et que la mauvaise foi se prouve, comment démontrer, comment prouver la mauvaise foi du débiteur
qui déjà, en vérité, bien avant même la crise, était déjà de mauvaise foi, et multipliait déjà les impayés. Et là, la crise n'a fait qu'accentuer sa situation de vie. Et bien entendu, pour le créancier qui est en attente depuis bien avant le démarrage de cette crise pandémique aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de préserver un tel débiteur, ou plutôt, est-ce qu'il y a lieu, pour cette catégorie-là de mauvaise foi, est-ce qu'il n'y a pas lieu tout simplement de poursuivre l'exécution et de parachever l'œuvre que la pandémie a commencé? Enfin, non, ce que je peux dire sur ce point, c'est que déjà que l'appréciation doit se faire au cas par cas. Ça doit se faire au cas par cas. On ne peut pas avoir une sorte de tableau de bord figé de gestion de cette situation-là. Il faut tenir compte de l'historique relationnel entre le créancier et le débiteur, mais il faut aussi tenir compte du secteur d'activité du débiteur. Et normalement, le secteur d'activité du débiteur devrait être apprécié aujourd'hui comme étant l'indice principal d'appréciation de la bonne foi. Même si, nous le savons, au fur et à mesure que la crise va perdurer, des secteurs qui sont aujourd'hui non concernés vont l'être. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de transport, de restauration, d'hôtellerie, de tourisme. Oui, mais au fur et à mesure que ça perdure, eh bien, ça va prendre en compte beaucoup d'autres secteurs d'activité si l'on ne fait pas attention, parce que le secteur du bâtiment pourrait être récupéré dans l'affaire. Je suis dans l'hôtellerie, la priorité était de construire un édifice. J'avais déjà lancé le marché, j'avais déjà fait le nécessaire. Eh bien, je bloque tout parce que je n'ai plus les moyens. Et je redirige, bien évidemment, les fonds vers d'autres priorités. Et donc, ça pourrait, après, impacter d'autres secteurs d'activité. Donc, le secteur d'activité aujourd'hui est un indice principal, mais pourrait être affaibli au fur et à mesure que la crise va perdurer dans le cadre du moins dans nos États. Mais tenir compte du fait que à chaque fois, il faut un traitement in concreto pour être sûr que nous sommes devant un débiteur qui mérite l'ensemble des sacrifices du créancier ou bien l'ensemble des sacrifices que l'on est en train de solliciter du créancier pour le débiteur. Merci, professeur. Je suis satisfait de ces réponses. Je vous remercie. Merci à vous. Merci bien pour ces réponses qui nous ont éclairés à nouveau. Et merci aussi d'avoir fait un clin d'œil pour la médiation. Et je profite pour rappeler aux auditeurs que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a à sa disposition un centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation que l'on appelle CAMEC, qui est à disposition évidemment pour aider les opérateurs économiques et pourquoi pas les huissiers de justice aussi pour aller à la médiation sur certains dossiers. Je voudrais demander au professeur Mbaye de nous repréciser quelque peu le rôle de l'ERSUMA et quelles sont les activités que l'on peut développer encore avec l'ERSUMA pour que tous les auditeurs soient édifiés avant que l'on puisse conclure. Merci. Merci beaucoup, M. Céréal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'École régionale supérieure de la magistrature est une institution internationale qui est basée ici au Bénin et qui est l'une des institutions de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Son siège est à Porto-Novo et nous sommes devant une institution qui a maintenant plus de 20 ans d'exercice et qui, d'une manière générale, fait de la formation, de la sensibilisation, de la vulgarisation, de la recherche. Nous avons un centre de recherche, nous avons un centre de formation, nous avons un centre de documentation
et nous avons même un centre de consultation juridique qui est disponible. Et depuis maintenant 2-3 ans, nous faisons également de la diffusion d'ouvrages, donc beaucoup de publications. Et d'un autre côté, nous avons débuté avec l'édition. Donc, toutes ces activités que nous réalisons vont dans le même sens. C'est le sens de l'accompagnement du justiciable, de l'accompagnement du professionnel, de l'accompagnement de l'opérateur économique pour que le droit au WADA puisse être vécu dans sa réalité. Et vécu dans sa réalité, le droit au WADA pourrait être un vecteur de développement économique parce que se voulant vecteur de sécurité juridique, de sécurité judiciaire et de développement économique. Donc, si nous arrivons à faire de telle sorte que l'appropriation du droit soit obtenue de la part des professionnels, que la même appropriation du droit soit obtenue de la part des opérateurs économiques, eh bien, on fera de telle sorte que le droit au WADA puisse effectivement servir à ce à quoi, en tout cas, il est dédié, c'est aider les entreprises à grandir. Et quand les entreprises vont grandir, eh bien, nos États vont se développer économiquement et vont prendre en charge, bien évidemment, l'ensemble des attentes sociales qui sont derrière. Donc, d'une manière générale, voyez bien donc, l'École nationale supérieure de la magistrature est au service des opérateurs économiques et au service des professionnels du droit. Et donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que j'étais très heureux de travailler, d'avoir cette première activité avec la CCIB. Et j'espère bien qu'il y en aura encore d'autres pour que l'on puisse, en tout cas, vulgariser au mieux les moyens juridiques qui sont disponibles dans le droit WADA et discuter avec vous pour ensuite relayer l'information et faire de telle sorte que l'on puisse également nous afficher en aide à la prise de décision. Parce que de par l'évaluation que nous faisons, de par les discussions que nous avons la possibilité d'identifier les difficultés qui peuvent être réglées dans le cadre de révision des textes dans le futur. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont suivi la conférence. Malheureusement, j'avais des difficultés d'ordre technique, mais le support est disponible. Je pourrais l'envoyer pour que ce soit diffusé à l'ensemble. J'ai pris du temps pour faire un support avec énormément d'images et tout, mais malheureusement, je n'ai pas pu partager ça avec vous. J'espère bien que la prochaine fois, on y arrivera. Mais sachez aussi que j'ai oublié d'allumer l'écran et j'ai entendu même quelqu'un dire « mais moi, je ne vois personne, je ne fais qu'entendre ». Eh bien, c'est parce que j'ai également oublié d'allumer la caméra qui aurait pu au moins permettre de me voir pendant toute la présentation. Mais j'espère que vous avez suivi et que la prochaine fois sera encore mieux organisée et dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Merci, M. Mey, pour cette conclusion. En tant que secrétaire général de la Chambre de commerce, je voudrais vous rassurer que nous avons reçu du président du bureau consulaire de façon très claire mandat de travailler avec vous pour que les chefs d'entreprise puissent mieux comprendre leurs droits et devoirs, parce que notre rôle, c'est servir les entreprises. Et avec votre présentation, vous venez de le dire, vous travaillez à faire grandir les entreprises. Notre rôle également, c'est de faire grandir les entreprises pour augmenter leur part de la production et la richesse nationale. Chers auditeurs, chefs d'entreprise, nous vous remercions pour avoir suivi ce 5e café numérique. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi prochain pour le prochain café numérique. Bon appétit à vous et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée. À bientôt. Merci. Merci. Merci et à bientôt.
Merci, à la prochaine. Merci.